Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée, cette semaine dans l'édition du 1er février 2019. La ville d'Amqui procède au lancement officiel et à la présentation de sa politique Amis des aînés 2018-2021. Il sera question de variation de température dans la maison avec Chloé Paquette de l'ACEF de la péninsule. Annie Langlois, responsable aquatique, nous présente la toute nouvelle acquisition de la ville d'Amqui pour l'accès à la piscine municipale et nous rencontrons une dame qui nage depuis l'ouverture de la piscine. Gilles Saint-Laurent nous transmet les dernières nouvelles du club de ski de fond Mont-Clément. Le Camp Sable Chaud vous ouvre ses portes pour la semaine de relâche. Chantal Damour lancera son 3e roman le 24 février. Le club de curling vous invite pour la Saint-Valentin. Et Angélie Gagnon invite les locataires de l'OMH à une conférence pour apprendre à s'entraîner au bonheur. Comme 9 autres municipalités dans la MRC de la Matapédia, Amqui, sa population est vieillissante, mais Amqui veut être ami des aînés et voici la politique qu'ils ont élaborée. Bonjour. Moi, je vais vous parler un peu de qu'est-ce qu'une municipalité amie des aînés, c'est quoi le processus dans lequel s'est lancée la ville d'Amqui, la démarche en tant que telle, et ensuite un peu l'histoire de cette démarche-là à Amqui et ce qui s'est passé dans la dernière année pour l'élaboration du document que vous avez entre les mains. Donc, le contexte global, c'est que on voit un vieillissement de la population un peu partout dans le monde occidental. Et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a suggéré au gouvernement, aux personnes élues, de mettre en place des politiques, des infrastructures pour faciliter la vie de la population qui est vieillissante un peu partout. Donc, c'est des nouveaux défis d'adaptation au niveau des infrastructures, au niveau des loisirs, au niveau de tout ce qui peut toucher le monde municipal. Et Amqui vit cette réalité-là aussi, tout comme la MRC de la Matapédia dans son ensemble. Municipalité amie des aînés, c'est donc une distinction honorifique, une sorte de titre que le gouvernement du Québec donne aux municipalités, qui complète avec succès une démarche d'élaboration d'une politique en faveur des aînés, qui conçoivent et adaptent un plan d'action, comme vous avez entre les mains, pour agir concrètement pour améliorer le bien-être de leur population aînée et qui mettent en place aussi des processus permettant la réalisation de ce plan d'action-là. Donc, c'est pas juste une année de travail où on fait un plan d'action, c'est aussi le mettre en branle, le réaliser. La démarche MADA, qui est un processus qui dure environ 1 an au niveau de l'élaboration du document que vous avez, demande plusieurs étapes. La première étant de mettre sur pied un comité qui est représentatif des aînés, des communautés dans lesquelles elles s'ancrent. Un comité représentatif, mais aussi plurisectoriel. Le but, c'est que c'est comme un peu un conseil des sages au niveau d'une tranche de la population. On avait des gens de la santé publique, représentants du milieu privé, du secteur privé, plusieurs acteurs comme ça pour avoir une vision très globale de la situation dans la ville. Ça nous demande aussi de faire un portrait socio-économique, de se baser sur des données les plus à jour possibles pour savoir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui a évolué. On voit qu'il y a une baisse démographique, il y a un vieillissement de la population. Tout ça est chiffré au niveau de Statistique Canada et aussi de l'Institut de la statistique du Québec. Et ça demande aussi, surtout, d'aller à la rencontre de la population à laquelle on s'intéresse et à laquelle on veut répondre. À Amqui, il y a eu 2 consultations publiques pour baser les orientations. C'est un processus qui est très démocratique. Donc, on questionne la population et ensuite, on prend des décisions. Ultimement, au bout de l'année, c'est là qu'on est rendu, il y a l'adoption de la politique et du plan d'action, le lancement et la mise en branle du suivi et de la réalisation de cette démarche-là. À Amqui, en 2012, il y a eu l'élaboration d'une première politique, qui était une politique famille et aînés, les deux ensemble. Cette démarche-là doit être faite aux 4 ans. Il faut la revisiter. Les chiffres changent, les populations changent, évoluent. On a déjà réalisé plusieurs actions. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? En 2016, il y a eu le début du processus de renouvellement. Par contre, il n'a pas été possible, pour des raisons en dehors du contrôle de la ville d'Amqui et de la MRC de la Matapédia, de faire famille et aînés ensemble. C'est pour ça qu'en 2018,
c'est seulement les aînés qui ont eu droit à la démarche de renouvellement de la politique et Famille va avoir ce renouvellement-là en 2019, donc on débute. Tout ça pour dire qu'en 2018, on a formé un comité ici dans la ville d'Amqui pour représenter les aînés. Ils ont eu minimum 8 rencontres. Il y en a eu plus que ça, des rencontres administratives autour de ça aussi. On a fait un portrait statistique, quelques chiffres en vrac. On sait qu'il y a un tiers de la population de la ville d'Amqui qui a plus de 60 ans. Donc ça, c'est un symptôme criant d'une population qui est vieillissante. Donc un tiers de la population dont les besoins changent, qui s'en va vers la retraite ou qui est déjà en retraite, qui a besoin de peut-être plus d'adaptabilité au niveau des infrastructures. Il y a aussi un tiers des 65 ans et plus qui sont considérés à faible revenu. Donc, c'est une réalité à laquelle il faut prendre acte de cette réalité-là. Et il y a une forte proportion de personnes vivant seules. Donc, il y a aussi un risque d'isolement social au niveau des aînés. C'est des réalités qu'on a pris en compte au niveau du portrait statistique. Il y a eu aussi, à travers la démarche, ce printemps, une consultation publique de type sondage. Il y a 190 sondages qui ont été remplis à la ville d'Amqui, ce qui est un bon taux de participation, ce qui représentait en tout et partout à peu près 10% des aînés de la ville d'Amqui. Et ça nous a amené à un rapport d'enquête sur lequel le comité a pu vraiment se baser pour prendre des décisions et suggérer des pistes d'action et des objectifs. Cet automne, on a eu une deuxième ronde de consultation publique. Ça a été une consultation publique de type assemblée qui a eu lieu ici. Il y a eu une trentaine de personnes présentes. On a présenté le plan d'action qu'on suggérait. Les citoyens étaient invités à donner leur opinion. Donc, c'était une validation du plan d'action. Certaines modifications ont été faites suite à cette consultation de type assemblée. Et pour en venir à l'adoption par le Conseil suite à tout ce grand processus démocratique. Et on est rendu au lancement et la mise en œuvre et le suivi va avoir lieu jusqu'en 2021-2022, moment où il y aura sans doute un renouvellement encore de la démarche. Alors, un matin, je me dis, c'est comme un accouchement. Matin. Alors, on accouche de notre plan concernant MADA, Municipalité Amie des aînés. Moi, naturellement que ça ne s'est pas fait tout seul. On avait un comité, un très bon comité, plusieurs personnes. S'impliquer au sein du programme Municipalité Amie des aînés, c'est le moyen de se donner des outils et des manières de vivre pour faire face aux défis démographiques auxquels plusieurs villes québécoises auront à faire face dans les prochaines années. Et Amqui n'y échappe pas. C'est sûr qu'on on va se dire des choses, ça va revenir pas mal les trois. Nous désirons tous et toutes réaliser un projet collectif qui interpelle et mobilise les acteurs municipaux et communautaires. Nous croyons fermement qu'en travaillant ensemble sur différents axes d'intervention, tels que la sécurité, le logement, la santé, les loisirs, le soutien communautaire, la participation citoyenne et le bénévolat, nous assurerons à notre population aînée des réponses à leurs besoins. Mais aussi, nous assurerons de futures générations un espace de vie plus accessible que jamais. Alors, ça, dans le fond, là, c'est une Bible. Pour ceux là, qui vont avoir, on a fait faire, je pense, 500 copies qui vont être distribuées dans la population. On en parlera tout à l'heure. Vous avez dans ce comment je l'appellerais, le document, alors, vous avez de tout, là. De tout, c'est des renseignements que vous allez, des statistiques que vous allez être surpris de voir aussi. Vous avez comment on pourrait les classer? Vous avez le portrait économique, vous avez les organismes communautaires de la Matapédia. On n'est pas toujours au courant de tout ce qu'on possède dans notre municipalité. Alors, c'est ça. Et puis, Virginie, concernant la démarche, bien, c'est sûr, on a eu, je pense, 9 ou 10 rencontres durant l'année. C'est basé sur un an. Bon travail. Ceux qui faisaient partie du comité ont fait un excellent travail pour sortir ce document. Alors, moi, je les remercie. Merci Virginie qui était notre pilote. Merci Virginie.
Et c'est ça. Moi, ce que je conseille à la population, je conseille à tout le monde de prendre connaissance de ce document. C'est une richesse pour nous. Il y a plein de choses dans ça. C'est d'en prendre connaissance. C'est bien beau de sortir ça, nous autres, mais ce qu'on veut, c'est que ce soit regardé. On veut des commentaires aussi. Gênez-vous pas s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. S'il y a quelque chose qu'on n'a pas bien fait, s'il y a quelque chose qu'on a oublié. Mais et après ça, on commence en 2019, là, on commence la politique de la famille. Mais ça, c'est à venir, mais c'est un suivi. Alors, mon travail au niveau de la ville, c'est responsable du dossier MADA et questions famille et aînés. Alors, famille, là, ça comprend les aînés, puis ça comprend la définition des familles qu'on va donner plus tard dans un autre tantôt. Alors, c'est ça. Il y a un suivi à faire. Il y a déjà un comité qui est déjà formé. Il y a des personnes qui ont accepté de travailler sur le comité de suivi. Alors, il y aura un suivi qui va se faire. Je pense qu'on prévoit 2 à 3 rencontres durant l'année. Alors, c'est ça. De prendre connaissance du document et on travaille après ça à mettre des choses en œuvre. On ne pourra pas tout faire ce qu'il y a dans ça, ce qu'on a prévu dans la même année, là, parce qu'on a prévu c'est jusqu'en 2021, je pense. C'est échelonné jusqu'à 2021. Mais soyez assurés qu'il va y avoir un suivi qui va se faire. On va travailler ensemble pour faire avancer, prendre soin de nos aînés et de nos familles. Merci pour moi. M. Richard en a fait mention, donc la politique, là, c'est quelque chose qu'on rend disponible ce matin. Et puis à l'intérieur de cette politique-là, évidemment, il y a des plans d'action, donc des actions bien concrètes qui vont se réaliser et qui vont être supervisées par le comité de suivi. Donc, on a convenu au niveau de la politique MADA à la ville d'Amqui qu'on travaillerait sur 3 grands axes. Le premier étant la santé et la sécurité. Le deuxième étant l'aménagement du territoire, loisirs et bénévolat. Et le troisième étant communication, information et vie démocratique. Pour chacun de ces axes-là, bien évidemment, on a défini des objectifs et on a défini des actions. Alors, ce qu'il y a à l'intérieur de chacun des documents, bien, on l'a. Pour chaque axe, quels sont les objectifs, les actions qu'on entend réaliser, qui seront les partenaires impliqués, les responsables et avec un échéancier là, des actions qu'on entend réaliser au cours des 3 prochaines années. Pardon. Alors ça, ce plan d'action-là, il est mobile, on peut l'enlever de la politique, mais c'est notre carnet de route, là, des actions qu'on doit réaliser au cours des 3 prochaines années. Ça commence dès 2019, mais ça s'échelonne là, sur 2019, 2020, 2021. La politique MADA, elle est sur la responsabilité de la ville d'Amqui, mais c'est clair qu'on ne pourra pas la réaliser seule. Elle va se réaliser avec d'autres partenaires qui sont la MRC, le réseau de santé et l'éducation, les différents clubs là, qui animent notre milieu, le ministère du Transport, la SQ, etc. Donc, on interpellera chacun de ces partenaires-là là, lorsqu'on sera prêt à progresser dans une action qui est à réaliser. Pardon. Alors, voilà pour le plan d'action, les 3 grands axes. Là, donc, et évidemment, ce sont des axes, quand on parle de santé et sécurité, c'est sûr qu'on a une préoccupation particulière au niveau de la politique, bien sûr qu'elle s'adresse aux aînés à la ville. Alors voilà pour le plan d'action. Pour revenir de façon plus générale au niveau de cette politique-là, bien, on entend souvent qu'il faut travailler au niveau de l'exode des jeunes. Bien, il faut également s'assurer qu'on est capable de contrer ou de freiner l'exode des moins jeunes. Alors, il faut, par cette politique-là, qu'on soit capable de créer des éléments d'attractivité pour notre milieu, permettre aux gens, aux retraités actifs, d'avoir le goût de maintenir, de poursuivre leur projet de vie à Amqui. Alors, cette politique-là, un des objectifs derrière ça, c'est de s'assurer qu'on met en place des éléments qui vont favoriser nos gens à demeurer chez nous. Beaucoup de gens nous interpellent au niveau de la santé, au niveau de la sécurité. C'est clair, quand on avance en âge, ce sont des préoccupations qu'on a. Donc, il faut s'assurer qu'on est en mesure de soutenir l'évolution de nos soins, de nos services de santé
Et bien des fois, les services sont disponibles, mais c'est aussi de les diffuser. Comment on a accès à nos soins de santé, à Amkoui ou dans la Matapédia? Donc ça aussi, dans nos objectifs, dans le plan d'action, il y a un élément qui fait référence à comment on rend disponible l'information au niveau de l'accessibilité à nos soins de santé. Donc ça, c'est un élément majeur. Les autres éléments sont en lien avec la sécurité, c'est-à-dire comment on peut aménager des espaces. Cet hiver, on a convenu d'aménager ou de déneiger. On le sait, on a un bon défi de déneigement de ce temps-ci, mais plus particulièrement, le Conseil a pris un engagement de déneiger le sentier de marche au niveau du parc Pierre et Maurice Gagné. Je pense qu'on a des commentaires positifs. Donc, des petits gestes comme ça qui permettent de favoriser des éléments attractifs pour la ville. À mon tour, je voudrais remercier donc mon collègue Richard du côté du Conseil qui a accepté de participer activement à ce comité-là. L'ensemble des citoyens et des citoyennes qui ont répondu aux démarches de consultation et le comité restreint qui a travaillé, dont Richard on a fait l'identification des membres un peu plus tôt. Merci particulièrement à Mme Virginie. Donc, je pense que Richard a utilisé le bon mot. C'était notre pilote là, dans cet exercice-là, avec de la rigueur, de l'écoute et de la rigueur. Donc, on a réussi. On est fiers, je pense, de la politique qu'on dépose ce matin, mais chacun a su y apporter sa contribution. Alors, voilà. Donc, M. Richard en a fait mention. Ce plan d'action-là, il va être supervisé par un comité de suivi. On a fait mention également en début de conférence que la démarche précédente, on avait maillé MADA et politique familiale. Dans ce cas-ci, on travaille sur 2 plans. J'aimerais ça, Mme Virginie, si vous vouliez à nouveau revenir là, sur en quoi va consister, là, lancer un petit peu la prochaine démarche au niveau de la politique familiale. Mais cela étant, là, un merci particulier aux gens qui sont impliqués dans cette politique-là. Et voilà. Donc, avec la fin de la démarche MADA, c'est le début aussi de la même démarche au niveau des familles. On pourrait voir ça comme un inconvénient qu'on n'ait pas pu les faire ensemble, mais il y a un grand avantage, c'est qu'on se concentre. On accorde une année entière au développement social pour les aînés et une année entière au développement social pour les familles de la ville d'Amkoui. Donc, on débute, on est présentement en recrutement du comité de pilotage pour les familles, un autre comité qui va être aussi représentatif avec des acteurs intersectoriels. Encore une fois, la santé publique va s'impliquer, des représentants des familles, milieux scolaires, services de garde, un panel de représentants qui nous permet d'avoir une vision la plus globale possible pour le développement au niveau des familles, l'attractivité, la rétention, le bonheur des familles dans la ville d'Amkoui. Ceci étant dit, ça va être aussi une démarche sur 1 an. Il va y avoir aussi 8 rencontres. L'échéancier est un peu différent, mais ça demeure 8 rencontres au printemps et à l'automne principalement. Donc, et au mois de février, vous devriez être ressollicité pour un autre lancement d'une nouvelle politique, mais cette fois-ci, qui se concentre pour les familles. Il va y avoir aussi ce printemps un autre sondage et celui-là, on le souhaite encore plus massif parce qu'il s'adresse à toute la population de la ville d'Amkoui. Qu'est-ce que vous souhaitez pour le développement de votre ville, pour le bien-être de votre famille? Et la définition famille sera à faire, bien sûr. C'est aussi un enjeu. Ça ressemble à ça. S'il y a des gens intéressés à s'impliquer dans le comité de la politique familiale de la ville d'Amkoui, je les invite à contacter Jonathan Lévesque, directeur des loisirs, ou à me contacter à la MRC de la Matapédia, chargée de projet pour le renouvellement de cette politique-là. Ça ressemble à ça. Parfait. Oui, M. Leclerc. Est-ce que je peux rajouter Tout à fait. Alors, on peut en avoir chacun un petit mot à rajouter, mais j'aimerais revenir sur la politique MADA et sur le suivi. Alors, le Conseil de ville, le 19 novembre 2018, a passé une résolution concernant la mise sur pied d'un comité de suivi municipal Amis des aînés. Et qui se lit comme suit: considérant la ville d'Amkoui effectuer la mise à jour de la politique municipale Amis des aînés et qu'elle a élaboré un nouveau plan d'action 2018-2021 conformément aux besoins exprimés par les aînés de la ville lors des consultations publiques ayant eu lieu, il est proposé appuyé par, qu'un comité de suivi MADA soit formé et que les élus de la ville d'Amkoui soient représentés au sein du comité de suivi par moi-même, Richard Leclerc, conseiller municipal responsable du volet famille.
Ce comité de suivi est constitué des membres suivants. Il y en a qui ont donné quand même le nom pour le suivi. Il y a Mme Jessie Proulx, représentante de la MRC de la Matapédia. Il y a M. Jean-Yves Fournier, représentant du secteur public. Il y a Mme Georgette Marin, représentante des aînés. Rosaire Belzile, représentante des aînés. Et M. Jean-Guy Roussel, représentant des aînés. Le comité de suivi de la démarche MADA se réunira au moins 2 fois par année pour veiller à la réalisation du plan d'action. Alors, c'était juste pour mentionner qu'il y a un comité de suivi et que ça sera respecté. Virginie, c'est toi la maître d'œuvre de toute la politique MADA dans la MRC de la Matapédia. Peux-tu me nommer toutes les municipalités qui ont travaillé là-dessus? Il y a eu 9 municipalités en 2018 qui ont travaillé en parallèle, chacune sur leur politique pour les aînés. De mémoire. Albertville, Amqui, Cozapscal, Lac-aux-Saumons, Sainte-Florence, Saint-Léon-le-Grand, Saint-Vianney, Val-Brillant et Saint-Moïse, qui ont travaillé tous ensemble, séparément, mais tous en même temps sur leur politique municipalité amie des aînés. Et là, on va parler évidemment de la politique ici à Amqui. C'est quoi les grands défis pour Amqui? Plus spécifiquement? Le grand défi pour Amqui, c'est le grand défi qu'ont toutes les villes qui ont un peu plus de population, c'est la mobilisation. C'est aussi de répondre aux sondages, de participer à la consultation publique, parce que plus on habite dans une grande ville, plus il y a une tendance vers l'individualisme. Contrairement aux petites communautés où, si on veut plus tisser serré, où l'information passe plus facilement dans une ville comme Amqui, là, c'est d'essayer de faire une émulsion avec un projet comme celui-là pour que les gens participent. C'était le grand défi, mais on l'a quand même bien relevé. Et là, vous avez besoin de gens pour pouvoir mettre en œuvre tout ça, parce que ça ne peut pas se faire juste avec une dizaine de personnes. De quelle façon on peut s'impliquer pour vous aider? Moi, j'aime beaucoup le titre Municipalité Amie des aînés. Juste ce titre-là en dit beaucoup. Qu'est-ce qu'un ami? Un ami, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui est présent pour nous, mais on n'est pas moi l'ami de quelqu'un et l'autre n'est pas mon ami. Donc, ami des aînés, ça veut dire travaillons ensemble, les aînés et la ville d'Amqui. C'est pour ça qu'il faut travailler ensemble. Il faut se mobiliser ensemble pour créer cette belle harmonie-là, si on veut, dans la ville pour répondre aux besoins, aux attentes, aux souhaits des aînés de la ville d'Amqui. Déjà, il y a des personnes qui ont dit oui, je suis présent pour le comité, mais combien d'autres personnes ça vous prendrait pour que tout se mette en œuvre plus facilement? Au niveau du comité, peut-être pas tant de personnes que ça, mais c'est au niveau des actions. T'sais, les actions vont se mettre en branle. Vous allez voir peut-être le petit arbre dans l'informateur municipal disant « Oyez, oyez, nous sommes à la recherche de bénévoles pour telle activité ». Tout ce qui est dans le plan d'action et qui va être identifié avec le petit arbre vient des sondages, de l'Assemblée consultative aussi. Donc, quand vous voyez le petit arbre, on essaie de répondre à vos besoins, à ce qui a été nommé. Ça vient pas uniquement de la ville d'Amqui, ça vient de la population. Donc, c'est là qu'on a besoin de gens pour réaliser tout ça au quotidien pour les 3 prochaines années. Pendant que tout ça se met en application, vous allez déjà débuter la politique famille. Oui. On débute, on est déjà là en élaboration de la politique familiale. La première étape, c'est de mobiliser un nouveau comité, celui-là représentatif des familles de la ville d'Amqui. Donc, il reste encore quelques sièges disponibles. Un représentant jeune, on aimerait beaucoup que quelqu'un de jeune, dynamique, qui a une vision pour le développement de la ville d'Amqui vienne s'impliquer sur le comité. On est totalement ouvert à cette vision-là qui est différente. On cherche aussi des représentants familles, des pères, des mères de familles qui ont des besoins particuliers. Tout le monde est bienvenu à s'impliquer dans le comité. Et cette année, on va travailler toute l'année à faire une nouvelle politique, un nouveau plan d'action qui va se réaliser jusqu'en 2022 pour les familles de la ville. Ça représente une dizaine de réunions en tout, à peu près? Un peu moins. L'échéancier, c'est 8 rencontres. C'est sûr que s'il arrive des tempêtes ou autres, ça se pourrait qu'on ait un peu plus de rencontres, mais c'est 8 rencontres qui sont formelles, qui s'échelonnent sur 14 mois. Donc, c'est pas une implication de tous les jours, là. C'est une rencontre par mois. Et chaque rencontre amène un résultat très, très concret pour le plan d'action et la politique. Donc, c'est une implication qui est enthousiasmante pour ceux qui la donnent.
Et pour s'impliquer, on te contacte? Oui, vous pouvez me contacter. Moi, je suis embauchée par la MRC de la Matapédia, donc chargée de projet politique familial. Sinon, vous pouvez rejoindre Jonathan Lévesque, ici spécifiquement à la ville d'Amqui, qui est le directeur des loisirs, qui va être aussi sur le comité, parce que les loisirs, c'est super important pour les familles. Donc, lui aussi s'occupe de recruter les membres du comité de la ville d'Amqui. Alors, merci beaucoup, Virginie. Beau travail. Merci beaucoup. Présente dans le milieu depuis mai 1990, l'Association coopérative d'économie familiale ACEF de la péninsule est un organisme à but non lucratif ayant un statut de coopérative à fin sociale qui offre des services d'aide directe à la population et organise des activités d'information, d'éducation et d'intervention. Les consultations sont gratuites et confidentielles. Elles s'adressent aux personnes qui rencontrent des difficultés budgétaires et visent à solutionner les problèmes d'endettement. Un service de défense de droits des consommateurs est également offert. Ce volet inclut le soutien et l'accompagnement des individus. Chloé, là, on va parler de ce qui fait varier la température dans notre maison. Il y a beaucoup de facteurs. Oui, il y a beaucoup de facteurs. On n'a pas le contrôle sur tout, mais on va essayer de voir sur quoi on peut jouer. Et c'est sûr que la température extérieure va avoir une influence, on ne se le cachera pas. Notre habitation, les caractéristiques de notre habitation, est-ce qu'elle est bien isolée, pas isolée? Est-ce qu'on est au bord de la mer avec du vent? Est-ce qu'on est dans la vallée, on sait qu'il fait plus chaud parce que justement, peut-être les vents viennent moins de la mer? Est-ce qu'on est en côte ou est-ce que justement on peut avoir des forts vents ou on est plus dans le bas? Donc, ça va être des caractéristiques qu'on va voir. Nos habitudes de vie. Comment, est-ce qu'on a beaucoup d'appareils électriques? Est-ce qu'on cuisine beaucoup avec le four? Est-ce qu'on sèche beaucoup avec la sécheuse ou on accroche notre linge? Ça va être des choses à voir. Combien on est dans la maison? C'est sûr qu'une personne versus une famille de 6, on n'a pas la même dépense énergétique. Et les appareils électriques aussi. Est-ce qu'ils sont vieux? Est-ce qu'ils sont modernes? Est-ce qu'ils sont modernes mais avec beaucoup trop d'options que je n'utilise, mais qui prennent un certain dosage d'électricité. Donc, c'est toutes des choses qui vont faire en sorte que ça va faire varier donc, notre facture d'électricité. Alors, commençons avec le début. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux habiller notre maison, mettons, pour que ça soit plus économique? Oui, oui, économique, surtout que le chauffage, c'est quand même 50% de la facture d'électricité. Donc, on a une vingtaine de pourcents pour les appareils électriques, 5% pour l'éclairage. Le reste, mais 50%, juste le chauffage. Alors, comment on pourrait habiller notre maison? On pourrait, c'est sûr, il faut faire attention à l'isolation. On va penser aux coupes froides ou aux coupes bises qui va garder la chaleur l'hiver, mais qui va aussi conserver la fraîcheur l'été. On pourrait penser à isoler nos tuyaux, surtout s'ils se trouvent dans des zones plutôt fraîches, peut-être, si je pense à une chambre froide. Et si j'ai des tuyaux qui transportent l'eau chaude, ce serait peut-être bon là, de les isoler. Il existe des trucs très simples, des petits tuyaux qu'on a juste en mousse. Là. La mousse, oui. Oui, c'est ça qu'on recouvre. Le chauffe-eau. Une couverture isolante autour du chauffe-eau. Ça va être rentabilisé en dedans de 2 ans. Et puis, on s'entend, là, ça peut durer des années, là, une couverture. Ça va permettre de garder la chaleur dans le chauffe-eau. Donc, il va moins travailler pour chauffer l'eau. Alors, on va encore l'économiser au niveau de l'énergie. Portes et fenêtres. C'est quand même, ça représente là, les fenêtres là, 15 à 20% au niveau des pertes de chaleur. Alors, si on a à s'en procurer au niveau des fenêtres, on va vraiment favoriser des verres doubles ou triples pour vraiment, au niveau de l'efficacité énergétique, on va mieux... c'est pas juste au niveau de la chaleur, c'est aussi au niveau de la fraîcheur, hein, parce que souvent, on vit dans un pays nordique, on se dit faut chauffer parce qu'il fait froid. Mais l'été, puis on le sait, l'été va être de plus en plus chaud. On l'a vécu dernièrement. Alors, on se met à avoir plus de climatisation. C'est une dépense énergétique importante. Hein, là, c'est une roue qui tourne. Là. Donc, à ce moment-là, il faut essayer de conserver la fraîcheur aussi à l'intérieur. Donc, c'est toutes des petites choses qui peuvent nous aider au niveau là, de l'habitation. Il y a des trucs comme les rideaux, ces choses-là.
Oui, effectivement, les rideaux, on va parler d'énergie passive. Hein, donc, si par exemple, j'ai des fenêtres au sud et que c'est l'hiver, bien, il faut ouvrir vos rideaux, ouvrir vos stores, laisser entrer la chaleur. Et du côté nord, ça va être le contraire. On essaie de garder ça un peu plus fermé pour éviter que le froid entre dans la maison, puis on va essayer d'attirer le soleil de l'autre côté. D'ailleurs, de plus en plus de nouvelles habitations vont faire attention à leur positionnement avec le soleil. Hein. On va essayer de mettre les pièces où est-ce qu'on vit le jour plus au sud pour profiter de la chaleur passive et ben, les chambres où est-ce que généralement on est là pour dormir, ben, plus au nord parce que ça reste frais, on dort, on n'a pas besoin de toujours ouvrir les rideaux. Donc, on pourrait faire ça. Quelque chose qui est surprenant, des fois, on ne s'y attend pas, mais les plaintes de chauffage. Un petit aspirateur là-dedans. Pourquoi? Parce que la plainte de chauffage, quand elle se met à réchauffer pour diffuser sa chaleur, s'il y a une couche de poussière par-dessus l'élément, c'est plus long de recevoir la chaleur. Donc, si on enlève la poussière, bien, il n'y a plus de couche d'isolement, donc la chaleur va se promener plus vite, on va chauffer moins longtemps, on va encore l'économiser. Et c'est meilleur pour les voies respiratoires. Oui. Mais aussi, baisser le chauffage quand on part, ça fait une différence, ça aussi? Oui, absolument. Hydro-Québec va suggérer là, à 18 degrés, de mettre ça à 18 degrés. Et quand on revient, on va le remonter à ce moment-là, 21 degrés environ. Si vous avez des thermostats électroniques, on a juste à le programmer. La nuit aussi, on le descend. On est sous la couverture. On est bien, on est au chaud. On met ça environ à 18, 19, 20 degrés, là, selon évidemment votre niveau de confort. Et on peut le programmer pour que 15 minutes avant notre levée, ça se lève un petit peu, qu'on n'ait pas froid en se levant. Donc, il y a des facilités comme ça. Puis, ce qui est important aussi, c'est qu'il faut se rappeler que, surtout l'hiver, notre maison, c'est là où l'air est le plus pollué. Alors, c'est important d'ouvrir un petit peu les fenêtres de temps à autre. Quand on voit le soleil se pointer, si c'est pas une journée à moins 40, là. Ouvrons un petit peu les fenêtres, juste pour faire circuler l'air un peu. 5 minutes, 10 minutes, où est-ce qu'on aura bercé nos thermostats. On ferme les fenêtres, on remet le thermostat et déjà, ça va faire une différence à l'intérieur, là, au niveau du chauffage. Il y a aussi l'humidité. Des fois, quand on prend une douche à pu finir ou on fait sécher notre linge à l'intérieur, ça fait de l'humidité. À ce moment-là, ben, ça consomme plus d'électricité pour réchauffer tout ça. Oui, parce que des fois, quand c'est humide, on se dit « Ah, j'ai froid, je vais monter le chauffage. » Puis là, on le monte, puis on dirait qu'on n'en vient jamais à bout de cette espèce d'inconfort-là. C'est sûr que là, si on prend une douche, faut mettre la fan, la ventilation dans la salle de bain ou ouvrir un petit peu la fenêtre. Mais sinon, ce qui est important, c'est pas tant de chauffer que de déshumidifier. Alors, soit avec un déshumidificateur, mais on pourrait aussi ouvrir la hotte, peut-être, non seulement de la salle de bain, mais de la cuisine, ouvrir un peu les fenêtres. Il faut juste la faire sortir, cette humidité-là. C'est pas en montant constamment le thermostat qu'on va en venir à bout, puis on fait juste dépenser l'électricité. Alors, il faut faire sortir l'humidité. On pourrait s'acheter un hygromètre. Ça coûte 5-10 $ dans les quincailleries, c'est vraiment pas cher. Et puis, on va pouvoir là, avoir un bon taux, là, on va pouvoir vérifier et ajuster notre chauffage en conséquence. Donc, ça va être relatif avec la température extérieure. Si, par exemple, il fait moins 10, on va chercher un 40 % d'humidité. S'il fait moins 20, on va chercher un 25 %. Donc, ça va dépendre aussi des conforts de chacun. Mais puis avec un déshumidificateur, des fois, c'est inscrit directement sur la machine. Alors, on le programme et on laisse aller. Alors, plein de beaux petits trucs comme ça qui vont nous aider. Merci beaucoup, Chloé. Ça me fait plaisir. À la ville d'Amqui, on ne cesse d'innover. Voici maintenant le nouvel escalier aménagé ici à la piscine, mais il faut suivre des mesures de sécurité. Nous en discutons avec Annie Langlois. Annie, toi, tu es monitrice ici depuis bien des années, puis maintenant, ben, tu supervises le tout. Dis-moi, pourquoi vous avez décidé d'aménager un escalier ici? Bien, comme tu peux voir, nos installations ne sont pas adaptées pour tout le monde, OK? Tu sais, on dit c'est pour les gens à mobilité réduite, mais c'est pas vrai.
c'est pas vrai. C'est pour monsieur, madame, tout le monde. Les femmes enceintes, les personnes avec des problèmes de dos, de genoux, les petites mamans avec les petits bébés qui sortent de l'eau avec l'échelle, c'est pas adapté pour ça. Tandis que là, ils peuvent l'utiliser sans problème. Pas de danger pour le bébé. Ils sortent avec leur petit enfant collé sur eux autres. Ils prennent les marches d'escalier, puis merveilleux, il n'y a pas d'accident, il n'arrive rien. Tu sais, nous, on les aide quand ils sortaient de l'eau, mais regarde, c'est leur bébé. Des fois, ils veulent pas toujours qu'on prenne le bébé en main ou quoi que ce soit. Fait que pas le choix, là. Pas le choix. Fait que là, avec ça, ben, ça permet à tout le monde de l'utiliser. Oui, ça bloque un peu un corridor, mais les gens vont apprendre à vivre avec. Puis, regarde, quand on est vraiment obligé de l'enlever, ben, on a toujours des gens qui peuvent l'enlever de l'eau. Ben, c'est possible de l'enlever quand même, sauf que c'est pesant. C'est pesant. Il faut qu'il y ait quelqu'un à l'eau pour nous aider à la sortir. Mais regarde, on la sort pas tous les jours. On n'est pas obligé de la sortir. On peut la laisser là. Les gens vont utiliser le corridor pareil. Puis, regarde, ils vont apprendre à nager à côté puis à l'utiliser comme elle est là, tu sais. Et il y a quand même des mesures de sécurité à prendre, hein? Oui, c'est très important de descendre de reculons. Les gens vont nous dire, ben, voyons donc, on descend dans des marches d'escalier, depuis quand on descend de reculons, tu sais? Bien, ça a l'air de rien, mais quand les manchons de la descente vont être trempés, ça devient glissant. Et en plus, les marches sont un petit peu plus hautes que la normale, là. Tu sais, c'est pas comme quand on descend dans des marches régulières. Fait qu'on a l'impression de toujours être par en avant à ce moment-là. Fait que quand on descend de reculons, ça évite bien des problèmes. Pas de danger qu'on se ramasse à plat ventre. Puis, tu sais, je me dis, les gens qui sont un petit peu à mobilité réduite, problème de genoux, oups, on part, on se ramasse à plat ventre dans la piscine. C'est pas très agréable. On parlait des clientèles visées, les cours qui sont en lien avec les clientèles visées, comme les femmes enceintes, tout ça. Est-ce qu'il y en a déjà qui sont donnés? Bien, en fait, on a aussi des activités avec la clinique Trudel qui viennent tous les mercredis avec leur clientèle à eux autres. On a le CEMEC avec le cours d'adaptation physique qui vont venir à partir du mois de mars. Fait que ces gens-là vont pouvoir l'utiliser. Puis comme je te disais tout à l'heure, notre clientèle régulière, on les empêche pas de descendre là, c'est pas vrai, là. T'sais, on a des cours d'aquaforme, aquajogging, aquavélo. J'ai des femmes enceintes sur les cours d'aquaforme, fait que veux pas, ils vont pouvoir l'utiliser. Puis, comme je te dis, monsieur, madame, tout le monde, même les gens qui viennent au bain public, là, tu sais, ils ont comme pris l'habitude de descendre là parce que, bon, elle est collée sur la rampe de là. Donc, les gens, bon, pourquoi pas utiliser l'escalier? Elle est là, pourquoi pas l'utiliser? Fait que là, ça va devenir une habitude. Puis je pense que, bon, ceux qui veulent pas l'utiliser, ils sont sortis de l'autre côté, il y a toujours le bord de la piscine. Regarde, ils prennent les moyens qu'ils veulent. Un petit challenge de plus. Et puis, si on va avoir plus d'informations pour savoir quand est-ce qu'il y a des cours qui se donnent, s'il y a des gens qui se disent « Ah, ben maintenant, je veux y aller à la piscine », est-ce qu'ils peuvent te contacter? Absolument, ils peuvent me contacter. Il y a toujours le Facebook où on met de la documentation là-dessus, tout ça, mais les gens peuvent m'appeler en tout temps au bureau à 629-4242, poste 1240, puis je vais me faire un grand plaisir de leur répondre sans problème. Alors, merci beaucoup, Annie. Merci, Nathalie. Au revoir. Alors que nous discutions avec Annie Langlois, elle nous a révélé qu'une dame qui s'est inscrite à l'ouverture de la piscine municipale nage toujours régulièrement aujourd'hui. Nous avons eu la chance de la rencontrer pour lui demander qu'est-ce qui l'avait motivée à commencer à nager. Voici Rose Lessard. J'ai commencé, moi, parce que je suivais de temps en temps, j'étais obligée d'aller chez un spécialiste parce que j'étais couturière. Puis j'avais mal dans le cou à force de toujours travailler la tête. On m'avait conseillé d'aller voir un chiro. Le chiro m'a dit je peux vous aider, mais il dit le mieux, la piscine va ouvrir à Amkoui dans les mois qui viennent. Je vous conseille d'y aller, c'est le meilleur exercice. Alors c'est comme ça que j'ai commencé. La piscine a ouvert. Puis j'avais peur de l'eau, comme si... j'avais vraiment peur de l'eau. De toute façon, depuis 34 ans, je pense 34-35 ans que je viens, là, depuis l'ouverture, j'ai suivi des cours, j'ai été obligée de recommencer 2-3 fois le même cours parce que je passais pas les écussons, là, je sais plus trop comment ça s'appelle, le blanc, le bleu, le rouge, le vert. Puis à un moment donné, là, il est venu le temps de plonger dans le 12 pieds.
Là, il a fallu que je prenne une pilule avant pour me détendre. J'étais tellement tendue, j'avais tellement peur. Ça faisait 3 fois que je l'essayais, puis je passais jamais. J'étais pas capable, j'avais peur. À un moment donné, j'ai réussi. Et après ça, on m'a toujours... Je suis chanceuse parce que les monitrices me connaissent, puis ils me laissent toujours le corridor, le bord près du mur. Alors, on l'appelle le corridor à rose. Ils l'appellent peut-être pas le corridor rose, mais le corridor à rose. Et quand il vient quelqu'un, Annie, qui est bien fine, là, Annie qui me connaît, elle dit toujours, tassez-vous un peu de temps que la madame va être là, parce qu'elle a peur de l'eau. Je ne sais pas dans quel thème elle leur dit, là, mais ils me laissent mon corridor. J'ai toujours mon corridor. J'ai été absente 3 mois quand j'ai été opérée pour une prothèse au genou. Et quand je suis revenue, on m'a laissé mon corridor. Moi, d'abord, dans l'eau, on se détend beaucoup plus facilement. Puis en plus, c'est un bon exercice parce que l'eau nous supporte. Comme là, depuis le début, j'ai vieilli, puis j'ai eu de l'arthrite, l'arthrose, comme toutes les personnes vieillissantes. Là. Et dans l'eau, on ne sent pas nos maux. Si je fais mes exercices dans l'eau, puis que je tombe, je me ferai pas mal. Je vais tomber dans l'eau. Tandis que ces mêmes exercices-là, les faire chez nous, c'est vraiment différent. Il faut que je reste près des murs, puis que je me tienne juste sur une jambe, puis que c'est un peu de la physiothérapie, là. Puis la physio dans l'eau, c'est vraiment miraculeux. Puis est-ce que les marches vous ont aidé? Moi, je marchais avant, mais je marche encore. Je parle des escaliers. Les escaliers? Non, ça m'a... Les escaliers pour descendre dans l'eau. Ah oui, ça, je ne savais pas, moi, qu'on avait acheté ça. Puis quand je suis arrivée, on descend dans ça. C'est comme si je descendais les marches d'escalier chez nous. Je suis habituée de le faire. Puis même avec ma canne, là, j'ai pas de problème à descendre celle-là. Je laisse ma canne au bord parce que je suis appuyée de chaque côté. Puis on descend de reculons. Donc, moi, j'ai pas de problème. C'est certainement avantageux pour tout le monde. Moi, je leur dirais que c'est vraiment le meilleur exercice pour les personnes qui commencent à faire de l'arthrose. Parce qu'on est dans l'eau. C'est l'eau qui nous supporte. On n'est pas obligé de mettre nos pieds par terre. C'est sûr qu'il faut savoir nager un peu, là. Mais moi, je ne ferai pas de course là, en natation. Je fais mes 30 longueurs, puis je dis pas un mot, je fais mes longueurs, puis je sors de la piscine. Puis c'est vraiment le meilleur exercice. Pour moi, mais je pense que ça serait bon pour tout le monde aussi. Mais c'est sûr, on n'est pas obligé d'y aller le matin de bonne heure. Là. Moi, j'y vais parce qu'on n'est pas nombreux. Puis il n'y a pas de musique, il n'y a pas de cris, il n'y a pas de... c'est la paix, c'est tranquille le matin. Ouais. Peut-être que c'est aussi bien le soir. Là. L'exercice est aussi bon n'importe quand. Mais moi, j'aime mieux le matin. Je suis matinale d'abord. Je me lève le matin de bonne heure. Puis... Bien, merci beaucoup. Ça a été un honneur de parler à la doyenne de la piscine. Ça fait vraiment plaisir. Puis si ça peut donner l'exemple à quelqu'un d'autre qui aurait besoin de faire l'entraînement de l'exercice. C'est pas nécessaire de savoir nager beaucoup. D'abord que tu es capable... D'ailleurs, les exercices qu'ils nous font faire, là, ça nous aide. Bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Nous sommes au club de ski de fond Mont-Climont pour rencontrer Gilles Saint-Laurent afin de savoir comment ça se passe cette année. Monsieur Saint-Laurent, on va commencer d'abord pour savoir qu'est-ce qui est offert ici en tant que sentier. Ici, on a des sentiers de classiques puis de pas de patin. On a 25 km à peu près de sentiers de pas de classique dans des pistes très variées, des montées, des descentes, des plats. On fait jusqu'au tour du lac Angus. Fait que ça, c'est très intéressant. Et on a une piste de 5 km de pas de patin. Et c'est tellement intéressant qu'il y a des jeunes ici qui s'entraînent. Hein? Bon, le club, ça fait longtemps qu'on s'est défini un peu comme un club de formation en ski de fond. Oui, le ski de fond, c'est facile, mais ça ne s'apprend pas comme marcher. Il faut avoir un certain nombre de techniques de fartage, les équipements et techniques pour faire du classique et faire du patin si on veut. Fait que le club se définit un peu comme un club de formation aussi. Fait qu'à tous les dimanches avant midi, on a des jeunes qui viennent ici se former à faire du ski de fond à partir de 4-5 ans jusqu'à 14-15 ans.
15 ans. On a des jeunes qui s'entraînent aussi, mais le gros du travail, le dimanche, c'est la formation des jeunes et des parents, parce que les parents sont invités à... Le ski de fond, c'est un sport familial, hein? C'est un sport familial, donc les parents amènent leurs jeunes, ils les inscrivent dans le cours de formation avec des moniteurs, puis à partir de ça, bien, les parents, ils peuvent suivre aussi la formation pour apprendre à skier, puis skier en famille. Et puis, bien, c'est possible de seulement skier en famille sans suivre des compétitions, tout ça. Je pense que c'est assez accessible aussi. L'équipement est fourni, tout ça. Oui, bien, on a acheté de l'équipement avec l'aide là, un peu de commanditaires. On a acheté des équipements pour fournir aux jeunes parce qu'on ne sait jamais si les jeunes qui commencent à skier, entre autres, s'ils vont aimer ça, s'ils n'aimeront pas ça. Fait qu'on fournit des équipements dans la carte de membre, par exemple. On peut fournir des équipements pour les familles au complet. La minute que les jeunes apprennent à mieux skier. C'est pas des équipements pour de la haute performance, c'est des équipements pour apprendre à skier. Fait que la mesure que les parents jugent que leurs jeunes ils aiment le ski puis qu'ils vont continuer, bien, ils peuvent acheter des équipements à ce moment-là. Fait que ça leur permet de ne pas faire une grosse dépense puis d'être capable de montrer à leurs jeunes à faire du ski. Puis l'avantage du ski de fond, c'est en plein air. C'est en plein air, c'est dehors, c'est sur le bord de la rivière, ici dans la forêt. C'est très santé, le ski de fond. Oui. Et c'est plus que santé parce qu'il y a de la compétition aussi qui se fait. Il va y avoir les sélections pour les Jeux du Québec qui vont se faire à Rimouski prochainement. Oui, la fin de semaine qui vient, le 2 à Rimouski, c'est la sélection pour les finales provinciales des Jeux du Québec qui vont avoir lieu en mars à Québec. Fait qu'on a des jeunes là, qui 12, 13 et 14 ans. C'est les 3 catégories d'âge qui vont se sélectionner. Fait qu'on a des jeunes qui s'entraînent pour, effectivement, pour faire le circuit régional de compétition. On a 4 courses régionales dans des clubs différents, Rimouski, Ville-des-Gelées, Rivière-du-Loup. Et puis la Côte-Saumon, bien entendu, on fait une compétition ici le 9. Et ces jeunes-là s'entraînent à toutes les semaines. Ils viennent s'entraîner avec un entraîneur dans les pistes pour faire les courses régionales. Puis il y en a, bien sûr, à tous les 2 ans qui veulent aller. Depuis quelques années, on a des jeunes qui se sont classés à chaque année pour aller aux Jeux du Québec pour représenter le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Et le 9 février, c'est ici que ça se passe. Oui, c'est la 2e tranche régionale après Rimouski. C'est une course en classique, différentes distances, dans nos pistes, autour du chalet. Tout est très concentré. On a un beau site de compétition. Fait qu'il va y avoir une 60aine de jeunes là, qui sont... De où exactement? De Ville-des-Gelées, de Rimouski, de Rivière-du-Loup, de Gaspé. Et bien sûr, il va y avoir 15 à 20 jeunes du club de ski du Mont-Climon qui vont participer à la course. Fait qu'on invite les gens à venir voir ça, venir voir les jeunes qui pratiquent le ski de fond puis qui s'entraînent en plein air puis qui sont en pleine santé. Je pense que c'est intéressant de voir ça. La course, ça va avoir lieu le samedi le 9 à 11h exactement l'avant-midi, ici au club de ski. Et si on veut prendre notre carte, justement, de saison, est-ce qu'on peut encore le faire? Oui, il est toujours temps de prendre la carte de saison. Le chalet est ouvert ici le samedi, le dimanche. Il y a une proposée au chalet, puis le chalet est ouvert, les pistes sont ouvertes. Les pistes sont ouvertes à la semaine, mais le chalet n'est pas ouvert dans la semaine. On n'a pas assez de clientèle pour payer quelqu'un pour ouvrir le chalet, mais les gens peuvent venir ici au chalet, téléphoner, puis prendre leur carte de membre pour la saison. Ils peuvent payer à la journée. S'ils veulent venir essayer le ski de fond, on peut leur fournir des moniteurs pour essayer ça avec eux autres. Et ils payent pour la journée, puis on leur prête des équipements de ski pour ça aussi. Fait que le chalet est ouvert toutes les fins de semaine, quand il fait pas trop froid. Comme en fin de semaine, ça a été difficile, mais on a eu du beau temps depuis le début de l'année. On a eu de la belle neige, des très belles conditions de ski. On va sûrement vous croiser sur les pistes. Oui, on fait du ski, là, pas tous les jours, on aimerait ça, mais comme on travaille encore, on a encore un peu pas assez de temps pour faire du ski de fond. Alors, merci beaucoup, puis on vous souhaite bien du plaisir. Bienvenue. Si vous voulez que vos enfants soient confortablement installés ici même au Camp Sable Chaud, bien, vous pouvez les inscrire pour la semaine de relâche. Nous en discutons avec Marie Michaud. Madame Michaud, on est ici pour parler de la semaine de relâche. Il va y avoir un camp de jour d'offert ici même au Camp Sable Chaud. Oui, comme les années passées, il y aura un camp de jour et on a une exigence, c'est que les inscriptions se font immédiatement parce qu'on veut au moins 12 enfants par jour pour faire une rentabilité avec cette activité-là. Et qu'est-ce qui va se passer comme activité, justement?
Eh bien, c'est sûr, si la température est notre bord, bien les enfants vont pouvoir aller faire de la raquette, faire du ski de fond ou des jeux dans la neige. Même l'année passée, j'ai vu qu'ils avaient fait du médiéval dans la neige, donc combat médiéval dans la neige, c'est plus sécuritaire que sur le gazon. Et des jeux intérieurs, bien sûr. Alors, ils sont toujours occupés. C'est certain que quand les parents vont venir les chercher le soir, là, ils ne demanderont pas d'autres activités. Et je crois aussi que le lunch est fourni. Oui, on offre le dîner et cette année, on offre la deuxième collation. Ça veut dire la collation d'après-midi. Plutôt d'augmenter les tarifs, c'est ce qu'on a fait. On reste au même prix et à 25 $, plus taxes bien sûr, mais avec une collation au lieu de 2. Et en plus, je pense que le mercredi soir, c'est permis de coucher ici. Normalement, on fait cet exercice-là. Est-ce que ça aura lieu cette année? Je ne sais pas. Ça dépend des moniteurs qui sont là. Mais c'est une belle expérience. Les enfants voient un petit peu comment ça se passe parce que le soir, ils ont de l'animation aussi, là. Et plutôt d'avoir un feu de camp à l'extérieur, bien, c'est un feu dans le foyer. Alors, ils mangent des guimauves dans le foyer. Et comment on fait pour s'inscrire exactement? Est-ce qu'on doit aller sur le site web du Camp Sable Chaud? Idéalement, je pense que c'est peut-être d'appeler au 629-3747. Et comme on n'est pas toujours au bureau, vous laissez le message et on vous rappelle le lendemain. Alors, merci beaucoup, Madame Michaud. Ça me fait plaisir. Chantal D'Amour en est à son 3e roman et elle fera son lancement à l'Hôtel Gagnon d'Amqui dès 13h30 le 24 février. Nous en discutons avec elle et elle nous a permis d'entrer à l'endroit même où elle pond tous ses romans. Chantal, tu nous as permis d'entrer dans ton lieu d'écriture où tu ponds tes romans. On peut dire pondre parce que vraiment, là, c'est un après l'autre. Tu es rendu à une trilogie. Mais d'abord, on va parler du succès des 2 premiers tomes. Je pense qu'à toi seul, déjà, tu en as vendu beaucoup. Oui, dans le fond, mes 2 premiers tomes, juste moi avec mon lancement, puis le Salon des mots à Sébec. Il y a aussi le Salon des artisans que j'avais oublié. J'en ai proche 500 de vendus, là. Ça, c'est sans compter ce que ta maison d'édition a vendu aussi, mais ça, tu le sais pas encore. Non, c'est ça, c'est une surprise. Je vais savoir juste au mois de juin cet été. Tu as quand même beaucoup de promotions aussi autour de ces livres-là. Je pense que sur Internet, il y en a qui font des commentaires. Parle-moi un peu des commentaires que tu reçois sur Internet. Les gens sont vraiment emballés de leur lecture. Là, il y en a plusieurs qui m'écrivent après avoir fini le premier tome, qui disent « Ah là, je me lance tout de suite dans le deuxième, je l'ai dévoré en 2 jours, je peux pas attendre, faut que je lise le deuxième. » Puis là, quand ils ont lu le deuxième, ils me réécrivent pour dire « Là, je suis pas capable, faut que j'attende le troisième! » Puis ils sont tous découragés. Mais là, c'est ça, le troisième, il va sortir dans 1 mois, jour pour jour, pratiquement, là. Il sort le 27 février. Et tu vas faire un lancement spécial ici à Amqui, à l'Hôtel Gagnon d'Amqui. Dis-moi comment tu vas faire ton lancement. Dans le fond, c'est ça, ça va être le 24 février à 1h30. Il va avoir, ça va être un petit après-midi girly, là, dans le fond. Il va avoir 2 coiffeuses, 2 esthéticiennes, puis une conseillère mariquée, puis on va dans le fond, ils vont être là pour donner des conseils de coiffure, de maquillage, prendre soin de la peau, de prendre soin des mains, des lèvres, puis tout ça. Puis moi, dans le fond, c'est ça, je vais faire mon lancement au travers de tout ça. Fait que les gens sont les bienvenus, dans le fond, pour venir puis passer du bon temps entre amis en buvant un bon cocktail, là. Les propriétaires de l'Hôtel Gagnon vont avoir fait un petit cocktail spécial là, pour l'événement. Et puis, est-ce qu'on va avoir droit à un petit passage de lecture, quelque chose? Oui, je pense que oui. Là, je vais essayer de peut-être titiller un petit peu les lectrices là, afin qu'ils repartent avec leur roman. Par la suite, est-ce que le 3e roman va être déjà disponible chez Checksa ou on va devoir attendre? Il va être disponible le mercredi suivant, dans le fond. Le lancement, c'est le 24 février. Puis chez Checksa, il devrait l'avoir le 27 février. Alors, on te souhaite autant de succès avec le 3e et on va attendre la suite. Je pense que tu as encore des idées, là, mais là, on va déjà profiter du 3e livre que tu viens de lancer. Merci beaucoup. Merci.
Samedi, le 9 février, le Club de curling a une bonne suggestion pour vous, en famille si vous voulez. Vous avez un tournoi de la Saint-Valentin qui vous est proposé. Alors, pour vous inscrire, nous en discutons avec Aoré. Aoré, on va parler du tournoi de Saint-Valentin qui revient cette année. Dis-moi, comment ça fonctionne exactement? Est-ce que c'est pour tous les âges? Oui, le tournoi de la Saint-Valentin, c'est un des tournois qu'on organise au club pendant la saison pour initier du monde, pour avoir un autre moment de partage avec les membres du club, pour inviter des amis, la famille, du monde qui peut-être ne joue pas régulièrement, mais que ça leur tente de venir juste jouer une journée comme ça. Puis c'est au printemps, c'est la Saint-Valentin qu'on joue. Puis ça vient dès les enfants aux adultes, tout le monde est le bienvenu. Dans le fond, c'est pour l'amour du curling. Et comment ça fonctionne durant la journée? Est-ce que tout le monde va sur la glace en même temps? Ouais, si on est beaucoup de monde, on va faire des horaires, mais en général, on commence vers 10 heures du matin, on joue une partie en avant-midi, puis après le dîner, on fait 2 games en après-midi, puis après, il y a un souper, tout le monde ensemble. Et justement, le souper, c'est inclus dans le prix. C'est quoi les prix d'inscription? Pour les adultes, c'est 20 $. Les étudiants, genre cégep, c'est 15 $. Puis pour les plus jeunes, c'est 10 $. Les soupers incluent les parties, les matériaux, si le monde n'est pas équipé, aussi sont fournis au club pour que ça soit vraiment facile de venir participer pour la journée. Et pour les perfectionnistes, c'est possible de venir s'entraîner la veille. Oui, s'il y a quelqu'un qui veut vraiment participer, puis juste il est un peu rouillé ou il n'a jamais joué au curling, s'il veut, il peut nous appeler au club, puis on va les accueillir vendredi soir, parce qu'on a la place sur les glaces. On peut faire une petite pratique introductoire, comment jouer, lancer quelques pierres, juste pour se sentir plus à l'aise samedi au tournoi. C'est à partir de quelle heure que les gens peuvent arriver? À partir de 7h30. 7h30, 9h30, on sera là prêt pour les accueillir. Alors, on sait que ça bouge ici au curling. On va s'en tenir à ce tournoi-là pour l'instant, mais on va revenir vous voir. Merci beaucoup, Auré. Merci à vous. À la prochaine. L'Office municipal d'habitation d'Amqui offre la possibilité aux résidents et résidentes ainsi qu'à leurs familles et amis de participer à diverses séances d'information touchant plusieurs sujets. Le 4 février prochain, il va être question de s'entraîner au bonheur pour y faire une place dans notre vie. Effectivement, on va avoir la chance d'accueillir Alexandra Martineau-Duguay de l'organisme Santé mentale Bas-Saint-Laurent. Le sujet est mener sa vie et faire le choix d'être heureux. Ne pas attendre que les autres le fassent à notre place. Prendre et s'offrir du temps pour se ressourcer. Ces conférences auront lieu les lundis après-midi à 13h15 à la salle communautaire multiservice située au 60 rue Ludger-Leblanc-Nord à Amqui. Pour plus d'informations, contactez Anne-Julie Gagnon au 88 629 28 58, poste 200. C'est ce qui conclut cette émission. Vous avez, vous aussi, une nouvelle à annoncer ou un événement à promouvoir, téléphonez-moi au 88 629 45 03 ou écrivez-moi à l'adresse journaliste@tvcmatapedia.com. À l'affiche cette semaine, nous vous proposons la conférence Zéro déchet, c'est possible. Et nous nous en inspirerons lors de notre événement Vin et fromage cette fin de semaine. Tous nos billets se sont envolés et nous en sommes très reconnaissants et reconnaissantes. Nous avons vraiment hâte de dire bye-bye à 2018 à grands coups de fou rire en bonne compagnie. Et nous serons tout de même au rendez-vous pour le télé-bingo de ce dimanche à 12h30. Continuez à jouer en grand nombre et bonne semaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.